Bienvenue sur Parole de leader, je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec une spécialiste de la fonction achat, Angéline Bizet. Bonjour Angéline. Bonjour Hubert. Alors Angéline, tu es de formation ingénieur que tu as complété avec un Executive MBA de HEC. Tu as étudié en Irlande et en Allemagne et tu as démarré ta carrière au Japon où tu as vécu pendant 2 ans avant de travailler comme acheteur chez Valeo, et tu as été ensuite directeur des achats dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la santé et dans la construction, ce qui fait quand même beaucoup d'industries différentes. Et ensuite, tu as été de l'autre côté de la barrière comme directeur de filiale dans la distribution, et ce qui te fait un total d'une 20aine d'années d'expérience dans les achats, plus 6 ans de direction de filiale. Aujourd'hui, nous allons parler des achats et de la façon dont la fonction achat peut permettre de réinventer un écosystème vertueux. Alors Angéline, j'ai une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la définition, en tout cas ta définition de la fonction achat dans une entreprise ? Alors, un acheteur doit s'assurer que les biens et services dont a besoin son entreprise soient approvisionnés au meilleur coût. Ça veut dire qu'il doit s'assurer que les fournisseurs livrent la marchandise en temps et en heure, avec la qualité requise et les coûts en amélioration continue. Et donc un acheteur, c'est surtout là pour faire pression sur les fournisseurs. Si on regarde les choses de loin, d'extérieur, et qu'on veut résumer rapidement, c'est effectivement l'impression que ça peut donner. Mais en fait, il y a un certain nombre de leviers, 3 de mon point de vue, sur lesquels un acheteur peut jouer pour pouvoir maîtriser ses coûts. Donc le premier levier est immédiat, court terme, et il consiste à négocier les prix avec ses fournisseurs ou mutualiser des achats. Par exemple, dans le domaine de la santé, j'ai été amené à mutualiser des achats au niveau mondial de masques respiratoires. Avant mon arrivée, chaque filiale de mon entreprise négocie avec la filiale locale du fournisseur. Donc, dire la France négocie avec la filiale française, l'Italie avec la filiale italienne, etc. Et lorsque je suis arrivée, j'ai souhaité en fait mener une négociation unique au niveau mondial de ces masques. Et là, en faisant ça, j'ai gagné 40% sur le prix des masques. Mais est-ce que ça a des limites, cette approche ? Alors, de mon point de vue, il y a 3 grandes limites à ce type d'approche. La première, c'est la santé financière des fournisseurs. Une fois que l'on a négocié plusieurs fois, que les prix ont baissé plusieurs fois, que la marge du fournisseur à chaque fois a diminué, il arrive à un moment où le fournisseur ne peut plus baisser sa marge sous peine de se mettre à risque financier. La deuxième limite, ça serait la vente à perte. Donc la vente à perte est illégale dans un grand nombre de pays. Et enfin, la troisième limite, ce sont les conditions de marché. C'est-à-dire qu'en fait, les fournisseurs n'ont pas forcément intérêt à casser leur marché. Donc il va arriver un moment où ils vont dire le marché est à tel niveau de prix, je ne souhaite pas aller en dessous. Et alors tu parlais de 3 leviers. Donc le deuxième, il est un petit peu plus long à mettre en œuvre. Il consiste à lancer un appel d'offres. Le troisième levier, il consiste à co-construire avec les meilleurs fournisseurs une collaboration sur le long terme. Donc là, il y a à nouveau plusieurs points d'accroche pour ce dernier levier. Le premier, le plus courant, ça consiste à mettre en place un plan d'efficacité ou un plan d'optimisation des coûts par rapport à un fonctionnement existant. Donc ça veut dire, par exemple, que on approvisionne des marchandises à un certain prix, certains délais, certains niveaux de qualité, et on décide, avec les meilleurs fournisseurs, de revoir la chaîne de la valeur de cet approvisionnement, de cette catégorie de produits, de façon à éliminer les surcoûts. Je prends un exemple. Dans l'industrie automobile, j'ai été amené à baisser les coûts d'achat de pièces plastiques dans un temps qui était relativement court. Je m'explique. Les plasturgistes sont des PME qui fabriquent des pièces plastiques avec des moules en injectant de la matière plastique fondue dans des moules. Ce sont classiquement des entreprises dont le résultat financier est à l'équilibre, voire légèrement positif. Les négociations ont été menées depuis de nombreuses années, donc on revient à la première limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fournisseur ne peut plus aller plus bas dans la simple négociation. Donc là, le jeu consiste
à analyser l'ensemble de la chaîne de la valeur, du fournisseur jusque chez moi. Donc, analyser la chaîne de la valeur, ça veut dire reprendre la façon dont on passe les commandes, on reprend les emballages, le transport, on fait une analyse de la valeur sur les pièces en elles-mêmes, on remet en cause l'épaisseur des matières utilisées, les matières utilisées, la façon dont elles sont faites, de façon à traquer tous les surcoûts inutiles dans ce jeu-là. Le fournisseur est amené à faire des propositions de baisse de coûts et ainsi on peut baisser les prix tout en restaurant la marge du fournisseur. J'ai déployé ça dans l'industrie aéronautique. Nous avons transformé tous les angles droits en arcs de cercle, puisque l'angle droit en usinage de pièces en acier ou en aluminium n'a pas de fonctionnalité. C'est juste un dessinateur qui dessine sa pièce. Sauf que d'usiner un angle droit prend énormément de temps. Donc on a remplacé tous les angles droits par des arcs de cercle, et en faisant ça, on a atteint jusqu'à moins 30% sur le prix de certaines pièces. Ce qui veut dire qu'une PME qui restaure sa marge, il va pouvoir après me la restituer sous forme de proposition d'innovation, parce que son innovation sera plus performante. Alors tu parlais d'optimiser un fonctionnement existant comme l'une des options pour cette collaboration de long terme, cette co-construction. Est-ce que, au-delà d'améliorer un existant, comment est-ce qu'on peut co-construire quelque chose qui est plutôt nouveau en fait? Alors là, on fait appel à ce qu'on appelle l'open innovation. Ça consiste à co-innover entre le donneur d'ordre et le fournisseur. 3 éléments de réflexion. Le premier, c'est que ça garantit au donneur d'ordre et à son fournisseur une relation de qualité sur le long terme. Le deuxième, ça amène le fournisseur à prendre part au risque financier d'un programme. Par exemple, ça veut dire que si le programme fonctionne très bien, il en sera d'autant mieux rétribué. Si en revanche le programme en question fonctionne un peu moins bien, eh bien il y a une part de risque que le fournisseur accepte d'assumer. Et enfin, le troisième, c'est que l'entreprise donneuse d'ordre va bénéficier d'un apport technologique fort de la part de ses fournisseurs. Alors comment ça s'articule à l'échelle de l'ensemble d'une chaîne de valeur, la répartition entre guillemets de l'effort d'innovation, dans le sens de l'effort de recherche et développement entre le donneur d'ordre et l'ensemble des niveaux de sous-traitance? Toute entreprise a un budget de R&D qui est limité. Généralement, on oscille entre 3 et 10% dans le meilleur des cas du chiffre d'affaires consacré à la R&D. On y met la masse salariale, on y met les tests en laboratoire, les échantillons, etc. Si un fournisseur vous apporte son savoir-faire technologique, ça veut dire que le budget R&D de l'entreprise de d'ordre se voit décuplé de tous les apports technologiques de tous les fournisseurs qui participent à ces programmes. Ce qui veut dire que l'ensemble du programme, l'ensemble de l'écosystème du programme en question, va avoir comme budget R&D la somme de tous ces budgets. On parle de co-construction, on parle de partenariat dans la durée. Concrètement, toi, en tant que responsable des achats, comment tu fais pour le mettre en œuvre? Alors, sur le plan opérationnel, de mon point de vue, il y a 2 axes. Le premier, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est une analyse de la valeur, une analyse de la chaîne de la valeur entre le fournisseur et son donneur d'ordre. Donc, cette chaîne de la valeur, elle commence par une commande qu'envoie le donneur d'ordre à son fournisseur. Le fournisseur traite sa commande, lance en production, produit l'équipement, l'emballe, l'expédie, facture. Cette chaîne de la valeur, elle peut être revue, optimisée sur la façon dont on envoie la commande avec, par exemple, des systèmes de prévision. Parfois, sur un court terme, avec une notion d'engagement, cela permet au fournisseur d'anticiper, par exemple, son personnel ou ses besoins en production, sa matière première, ses propres investissements, ses propres approvisionnements. Ça peut être également, sur la chaîne de la valeur, la notion de livraison. On peut également revoir les emballages. Est-ce qu'on a besoin d'emballages très luxueux? Est-ce qu'on peut pas revoir certains types d'emballages de façon à ce que ça réponde aux besoins, mais pas plus que les besoins? Et puis, on revoit également l'équipement lui-même, qui est une pièce maîtresse de cette analyse de la valeur,
en reprenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les matières, les épaisseurs, voire la forme de l'équipement, puisqu'on s'est rendu compte de nombreuses fois en faisant cet exercice-là que la pièce que l'on avait était finalement surdimensionnée par rapport aux besoins. Donc on décroît légèrement la qualité, les performances de l'équipement concerné, tout en respectant le besoin. C'est ça la clé du succès, c'est de répondre juste aux besoins, pas d'en faire plus. Le deuxième axe opérationnel, c'est de faire un audit de performance industrielle chez le fournisseur. Donc là, il faut que le fournisseur accepte de s'ouvrir à son client, lequel fait un audit de sa chaîne de production. Avec son expérience, couplée avec celle du fournisseur, ils vont ensemble passer au peigne fin toute la production et tout ce qui est connexe à la production pour voir si au sein du fournisseur, il n'y a pas des zones que l'on pourrait améliorer. Ce que tu décris là, c'est une relation qui est quasiment intime entre le client et le fournisseur. C'est assez contre-intuitif par rapport à l'idée classique qu'on peut avoir d'un contrat commercial entre deux parties qui, quelque part, sur le marché, s'opposent pour partager le profit. Et on imagine de manière très très simple que les deux parties cherchent à récupérer le plus possible chacune de marge au détriment de l'autre. Et c'est l'idée, quelque part, d'un jeu à somme nulle. Là, ce que tu décris, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui suppose que le fournisseur travaille de manière très très intégrée avec son donneur d'ordre. Et comment on fait ? Tu l'auras compris, l'idée de cette façon de travailler est de faire en sorte qu'il y ait du gagnant-gagnant, que l'écosystème se retrouve enrichi par cette collaboration. Pour moi, il y a deux conditions de succès. Le premier, c'est que cette démarche-là ne peut se faire qu'avec des fournisseurs qui soient performants, force de proposition, innovants. La deuxième clé du succès, c'est qu'une relation de confiance, et ça c'est absolument fondamental, une relation de confiance doit s'instaurer sur le long terme. Alors tout cela a l'air ambitieux, mais c'est quand même terriblement exigeant, puisque si tu parles de créer une relation de confiance, ça suppose que chacune des parties soit également digne de confiance. Donc ça veut dire qu'au-delà de la confiance qu'elles se témoignent l'une à l'autre dans les négociations et dans la relation de travail, dans la co-construction que tu décris, c'est que chacune en interne soit également digne de confiance et peut-être pas irréprochable, mais au moins déterminée à créer des relations vertueuses avec son écosystème. Et quand on dit écosystème, c'est les parties prenantes externes, mais c'est aussi les parties prenantes internes, son personnel, notamment. Ça veut dire que du coup, pour être capable de construire un écosystème comme celui que tu dépeins, il faut aussi que l'entreprise se transforme, chacune des deux parties se transforme en interne et soit capable de créer cette culture d'ouverture et de collaboration au sein de ses équipes. C'est un excellent point. C'est vraiment un excellent point. Il faut que le client ait une maturité suffisante pour pouvoir mener ce type de programme. Ça part évidemment du dirigeant qui porte cette conviction et qui va l'instiller dans l'ensemble de l'entreprise. Souvent, les entreprises se disent, si l'innovation n'est pas faite au sein de mon entreprise, c'est une innovation soit qui n'a pas de raison d'être, soit qui va nous échapper. Donc, finalement, on n'en veut pas. Et on assiste dans ces cas-là à des freins à ce type de démarche. Au contraire, quand l'entreprise à accepter finalement que toute son innovation ne soit pas faite dans ses murs. Cela veut dire que le dirigeant et son équipe vont amener progressivement les différents strates de l'entreprise à s'ouvrir vers l'extérieur pour justement créer ce cercle vertueux. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a des moyens pour cadrer ça. Ça veut dire qu'au-delà de la confiance dont j'ai parlé tout à l'heure, vient la contractualisation. Dans la contractualisation, on va aborder un tas de sujets comme qui fait quoi, donc la répartition des rôles. Il va y avoir des notions de coûts, on se répartit les coûts et c'est écrit. On se répartit également la propriété intellectuelle, donc ça aussi c'est écrit. Donc il y a un gros travail de rédaction du contrat. Les juristes et les experts de propriété intellectuelle sont mis à contribution pour permettre la mise en place de ces programmes-là.
Donc en fait, si on se résume, on a l'aspect financier, on va avoir l'aspect technique, on va avoir l'aspect légal et on va avoir l'aspect stratégique. On essaie de mettre ce cadre le plus rigoureux possible, tout en se laissant une marge de souplesse, puisque dans la vie des affaires, tout le monde sait que tout ne se passe pas comme prévu initialement. L'idée, c'est de se mettre dans une démarche gagnant-gagnant, en identifiant au mieux les problèmes en amont et en y répondant. Mais du coup, cette approche écosystémique, c'est partager le risque et les comportements vertueux à l'échelle de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ça, exactement. Je prends un exemple. Un fournisseur qui investit dans sa R&D, qui va vous en faire bénéficier parce qu'il a accepté d'ouvrir ses livres, il a accepté de jouer tout le jeu que je viens de vous décrire. Ce fournisseur-là se voit, par contrat, garanti de la pérennité de la relation. Et ça également au niveau de la RSE. On va s'assurer les uns et les autres que l'ensemble des considérations qui sont de plus en plus fortes actuellement en termes d'empreinte environnementale, en termes de relations au sein de l'entreprise, au titre légal également. Ils sont même généralement mis dans le dossier d'appel d'offres dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on demande aux fournisseurs de s'engager à payer ses charges, à ne pas faire travailler les enfants, à ne pas faire de discrimination, à faire en sorte que son empreinte environnementale soit diminuée, etc., etc. Donc ces aspects-là sont de plus en plus importants dans la sélection en amont du fournisseur. Mais en tant que fournisseur, et même pas fournisseur de premier rang, mais on peut être un fournisseur de deuxième ou troisième rang dans toute la chaîne de valeur, plus on descend dans la taille de l'entreprise, plus ça devient difficile pour une petite structure de répondre à l'ensemble des réglementations qui ne cessent de s'étoffer aujourd'hui dans tous les pays, de manière internationale ou bien nationale. On a une réglementation qui devient de plus en plus dense, de plus en plus exigeante. Et quand il s'agit de travailler pour le compte d'une grande entreprise, il faut prouver effectivement qu'on respecte toutes ces normes. Du coup, est-ce que dans cette approche gagnant-gagnant dont tu parles, est-ce que c'est pas aussi le devoir du donneur d'ordre final que d'investir du temps et de l'expertise de ces équipes qui sont nombreuses et qui sont très qualifiées pour aider quelque part les fournisseurs auxquels elles demandent de respecter ces engagements, pour les aider finalement à exprimer cette compliance et à la prouver. Donc quelque part transformer une notion de je suis le donneur d'ordre, je demande à toi fournisseur de me prouver que je vais t'aider à me prouver que, parce qu'il faut qu'ensemble on montre que toute la chaîne de valeur est vertueuse. Alors tout à l'heure j'ai parlé de l'audit de performance industrielle mené par le client chez ses fournisseurs. Dans ces audits de performance industrielle, on peut également aborder ces notions de RSE, surtout si elles sont importantes, surtout si le client dit « je souhaite travailler avec ce fournisseur-là en particulier parce que j'y crois », à ce moment-là, il va y avoir un investissement pour auditer effectivement les pratiques RSE du fournisseur et l'aider à les mettre en œuvre. La deuxième aide qu'apporte un client à son fournisseur, c'est cette contractualisation dont je parlais tout à l'heure, puisque un fournisseur qui va faire un effort pour aider son client doit normalement voir son business sécurisé pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans, à voir en fonction de l'importance de l'investissement. Mais cette garantie de business permet également au fournisseur de se détendre par rapport à ça et de pouvoir investir sur les notions de RSE, puisqu'il sait que son business est sécurisé pour plusieurs années. Alors du coup, l'acheteur, si on revient à ce qu'on disait au début, c'est pas toujours un gros méchant. C'est quelque part potentiellement au contraire l'agent d'une économie et donc d'une société plus vertueuse. Alors effectivement, c'est un bon résumé. Néanmoins, si je reviens à la définition que j'ai donnée au début de cet entretien, qui est un acheteur doit s'assurer que la marchandise ou le service dont a besoin son entreprise est approvisionné au meilleur coût, il doit, en trame de fond, s'assurer que l'entreprise qui le paye les marchandises au meilleur coût. Donc ça veut dire que l'acheteur, en parallèle de mettre en place tout ce que l'on vient de dire, doit garder une veille active sur le marché fournisseur, doit connaître les tendances de ces marchés fournisseurs, savoir s'il y a des nouveaux services qui arrivent, des nouveaux acteurs,
de façon à mettre son système en tension en permanence, puisque même si je me suis engagée sur 5 ans, ça ne m'empêche pas de commencer à regarder ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans. Et si on revient à la vision qu'on peut avoir de la fonction achat dans une entreprise, et par rapport à ces parties prenantes externes, finalement, donc l'acheteur, ce n'est pas un point d'entrée unique, ce n'est pas une sorte de gardien de la porte, c'est pas un cerbère qui contrôle un petit peu les entrées et les sorties d'un système, c'est plutôt un chef d'orchestre à l'échelle de l'ensemble d'un écosystème. Exactement. C'est un chef d'orchestre qui, quelque part, doit assumer une certaine responsabilité vis-à-vis des petits acteurs. Finalement, un donneur d'ordre ne sera solide que grâce à son tissu industriel. Si ce tissu industriel faillit, le donneur d'ordre au sommet faillit également. Donc, cette responsabilité envers les petits acteurs est importante. Et c'est l'accompagnement dont on a parlé, la contractualisation sur le long terme. C'est également cette veille, puisque dans cette veille-là, on peut également détecter de nouvelles compétences dont l'entreprise aura besoin plus tard. Alors dans notre conversation, on a décrit quelque part une vision de la fonction achat qui est extrêmement enthousiasmante puisqu'elle est au service d'un écosystème plus vertueux, donc d'un rôle citoyen de l'entreprise. Donc tout ça est très positif. Qu'est-ce qui peut pousser un nombre croissant d'entreprises à adopter cette approche écosystémique et cette approche vertueuse? Alors, globalement, ce qui va amener une entreprise à arriver sur ce type de programme, c'est des contextes difficiles. Une crise économique, une concurrence exacerbée, le souhait des actionnaires de voir la rentabilité de l'entreprise augmenter, des fluctuations monétaires fortes. Donc ces éléments-là vont pousser les entreprises à se réinventer. Mais il y a également un autre facteur qui peut pousser certaines entreprises à travailler comme ça. C'est le souhait des parties prenantes de travailler pour et avec des entreprises qui soient globalement plus vertueuses. Alors merci Angéline pour cette vision stratégique qui renouvelle complètement la façon dont classiquement on peut de l'extérieur comprendre la fonction achat. Merci Hubert. Pour ceux qui veulent suivre Angéline, je les renvoie bien évidemment à son profil sur LinkedIn. Vous retrouvez certaines des publications qu'elle a pu écrire. Et je vous dis à très bientôt sur Parole de Leader.